Nouveau format qu'on inaugure avec le film Les Profs, premier opus d'une peut-être longue lignée focalisée sur les pires profs de France. Le tout sur une caricature assumée et respectueuse malgré tout. Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. Le film, l'adaptation et l'avis général. Bienvenue chez les profs. Un film d'1h24 face à une série de bandes dessinées qui s'élève pour l'instant à 24 tomes dans la série principale, plus des dérivés, des best-of et quelques autres occasions spéciales. L'œuvre de Pika et Hiroc ne peut pas se transmettre en entier dans l'adaptation réalisée par Pierre-François Martin Laval. Alors ceux qui ont lu les BD se sentiront peut-être lésés, trahis par cette comédie qui s'assume parfaitement dans la lourdeur de ses blagues. On y parle séduction, on y parle drogue, on y parle pire prof de France, on y parle solidarité et état de l'éducation nationale. C'est net lourde ou marrante selon l'affinité, aura des pâquerettes ou exquises pour d'autres. On surjoue parfois, on rigole souvent sur de toutes petites choses, et les comédiens s'amusent, incarnent bien leur rôle à quelques exceptions près. Disons que là c'est subjectif sur ce point. Alors oui, la bande-annonce et les quelques publicités dévoilées tracent toute l'histoire, et on connaît déjà à peu près le dénouement dans les 5 premières minutes du film. Pourtant, les 1h20 restantes ne déméritent pas. Ce n'est pas la fin qui intéresse, c'est le chemin vers la fin. Le bac 2012 a battu tous les records de réussite. 86% des candidats ont obtenu leur diplôme. Voilà ce qui est dit en première scène par Marie-Claire Chazal elle-même, apparition inattendue. À côté de ce joli taux qu'on a largement dépassé avec le 91,1% de 2022, il y a le pire lycée de France, qui obtient à peine 12% de réussite au bac. Aïe, ça pique! Surtout quand l'inspection académique a dépêché les meilleurs enseignants pour obtenir un tel résultat. Et si les meilleurs ont échoué, peut-être que les pires vont tout déchirer. 50% de réussite au bac 2013, c'est ce qui est demandé pour éviter au lycée une fermeture pure et simple, avec relocalisation des élèves et mesures de carte scolaire pour les personnels. Voilà en gros le résumé, les enjeux et l'objectif final que les 7 merveilles catastrophiques recrutées devront compléter. Les profs, une adaptation qui porte très bien son titre, puisque tout au long du film, l'accent sera bien mis sur les enseignants. Et sacré nom d'idiot, quels enseignants! Les personnages répondent présents. Dans l'ordre, les 7 merveilles catastrophiques en question. Gladys, la prof d'anglais tyrannique avec ses élèves, qui ne tolère aucune faute de langue, au risque de voir sa colère se déchaîner de toutes sortes. Surtout avec les crêtes balancées sur les pauvres élèves martyrisés. Gladys fait des cours très simples pour des terminales, même qu'elle fait passer les enregistrements audio sur un magnétophone plutôt encombrant. Que de souvenirs au passage. Seconde victime, Serge Cutiro, ou Serge Tirocu pour les intimes. Ce prof de maths feignant se pointe toujours en cours en touriste. Quand il se pointe, c'est déjà pas gagné. Boire, manger, dormir, ses seules occupations pendant la classe. Coup de théâtre, Serge s'avère être doué dans sa discipline, quand il accepte de montrer ses capacités. Prochain sur la liste, Eric, prof de PS très passionné par le sport. Et mauvais prof, qui met ses élèves en danger quand il n'a pas les mains baladeuses. Humour lourd facile, pas d'autorité et zéro notion de pédagogie, ce qui ne l'empêche pas d'être apprécié malgré tout. Albert, ce prof de physique-chimie lui aussi passionné par sa matière, au point de faire de sa classe le laboratoire d'expérience pas très réussi, quitte à mettre ses élèves en danger. Pas très compétent, viré de 11 établissements, mais plein de ressources quand même. Maurice, le prof de philosophie spécialement renvoyé du Québec, et qui ne s'exprime bien que lorsqu'il boit de l'alcool, car le reste du temps, le comprendre est un vrai miracle. Grand bonhomme attachant et farfelu à l'apparence négligée, contrairement à Amina, la jeune prof de français qui fait tourner la tête de ses élèves comme de ses collègues. Passion et rigueur dans sa matière, quand les élèves arrivent à l'écouter sans baver ou s'évanouir devant sa beauté et ses tenues légères. Petit dernier de la troupe, interprété par le réalisateur en personne. Antoine Polochon. Polochon et pas Polocon, on est d'accord. Ce prof d'histoire-géographie qui dédie toute sa vie à Napoléon, jusqu'à se tatouer temporairement un aigle et un N sur son épaule, et qui a raté son CAPES 18 fois. Dans les autres professeurs, Marie et Dolores.
L'une prof d'allemand dont Polochon s'éprend même si elle écorche toujours son nom, et l'autre prof d'espagnol, meilleur ami de Marie et hostile à Polochon, sa maladresse et ses manières. Paul, le prof d'histoire géo syndiqué qui ne parle que des grèves, et une professeure documentaliste sévère qui n'apparaît que durant 15 secondes, tout au plus. Et les autres, qui découvre-t-on dans cette adaptation qui a pris ses libertés? Le proviseur impuissant est sur le bord de la dépression du lycée Jules Ferry, qui laisse tout passer pour sauver son établissement avant de se rebeller. Régis Migou, le CPE de l'établissement qui n'a pas d'assistant d'éducation à ses côtés, et qu'on peut même aller carrément appeler surveillant général. Monsieur Miranda, le gardien qui fait aussi office d'infirmier quand il ne répare pas des portes. Francis Houston, l'inspecteur adjoint d'académie véreux, uniquement intéressé par le fauteuil d'inspecteur, quitte à employer tous les moyens disponibles pour parvenir à ses fins. On a aussi des parents impliqués, un inspecteur d'académie soumis à son adjoint, et bien évidemment, quelques élèves qui ressortent du lot. Thierry Boulard, cancre légendaire qui s'assume parfaitement et qui a triplé sa terminale. Nectarine, première de classe qui ne prend pas le rôle de Miss Je sais tout, et qui sait faire preuve de caractère. Et Boudini, jeune homme en surpoids qui passe son temps à manger quand il ne se marre pas avec Boulard. Des situations abracadabrantes qu'on espère ne jamais voir ailleurs. À commencer par les trucs farfelus, tel Polochon qui drague Marie en se déguisant en mec de chantier ou en prince charmant, sur les conseils de ses collègues masculins bien décidés à l'aider dans sa conquête. Dans d'autres films, l'amourette ne passerait peut-être pas plus que les méthodes de séduction étonnantes. Mais ici, c'en est tellement ridicule que ça devient amusant. Polochon et ses gaffes, c'est aussi son obsession pour Napoléon. À tel point que quand Boulard lui dit que Napoléon est mort en 1789, il répond qu'il ne s'est rien passé de particulier à cette date. Et le spectateur se fend la poire s'il se rappelle de ses cours d'histoire. La Révolution française, Polochon, la Révolution! La mention des grèves, bah ça c'est pas incroyable, mais la raison des grèves l'est. Plus de craie rouge. Un petit clin d'œil gentil au stylo rouge, peut-être. Ce sont aussi les pédagogies employées par nos 7 merveilles une fois le conseil de classe du premier trimestre passé. Avec l'accord de l'inspecteur adjoint et au grand malheur du proviseur, le lycée se transforme un peu en laboratoire des innovations. Polochon est le jeu de rôle géant sur Napoléon. Cutiro qui laisse ses élèves créer un exercice, le faire et le corriger pendant que lui fait sa sieste. Maurice est le cours de philosophie dans la cour, prof et élèves nus aux yeux de tous. Albert et les expériences dangereuses pour toute la classe, à base de mousse qui pique les yeux ou de mélange de chocolat et de fruits de mer, pour aboutir à des explosions à chaque cours. Gladys et son excellent jeté de craie sur tout ce qui bouge. Et le plus farfelu là-dedans, c'est qu'avec cette bande d'incompétents attachants, des élèves d'autres lycées se pointent dans ce lycée-là. C'est tellement barge que ça attire, jusqu'à arriver à 120% de taux de présence. Après ça, les trucs qui n'arrivent jamais, ou en tout cas on espère qu'ils n'arriveront jamais. Du genre un conseil de classe ou un inspecteur adjoint déboule et prend les commandes de la réunion sous les yeux d'un proviseur inquiet. Des programmes non suivis avec, pour le coup, une définition très large de la liberté pédagogique. Vous faites ce que vous voulez, pourvu qu'il y ait du résultat. Et pas le résultat qu'on attend, hein, mais celui qui profitera à l'inspecteur adjoint véreux. Et pendant la scène des rencontres parents-proviseurs, celui-ci le dit lui-même à une mère légitimement en colère. Les enseignants sont libres de leurs pratiques pédagogiques. Ou bien le vol des sujets du bac au rectorat de Paris. Ouais, bon, c'était pas les sujets du bac en fin de compte. Mais cette scène avait de la patate quand même. Tant de ridicule et de rire, d'improbable. Ou bien le proviseur qui enferme Régis Migou dans la salle de classe après que celui-ci ait découvert le plan de vol des sujets. Cutiro qui se pointe systématiquement en retard, au point que ses élèves sont déjà installés avant lui quand il arrive. Même Boulard arrive avant lui à la moitié du film. Ce même Cutiro qui se roule une cigarette en plein devant ses élèves, et qui profite de l'arrivée du proviseur pour aller fumer. Ce même Cutiro encore qui libère ses élèves 5 minutes après le début du cours, soi-disant parce qu'ils ne retiendront que 3 minutes du cours, d'après un livre qu'il a lu. D'autres trucs qui n'arriveraient pas, du genre la dispense de PS de Boulard complètement bidon, et qu'Eric accepte sans passer par la vie scolaire ou l'infirmerie. Cutiro qui demande à Gladys de garder sa classe à certaines occasions, comme s'il pouvait interchanger les matières. Ok, là le doute persiste sur l'improbabilité d'une telle situation dans les prochaines années. Monsieur Migou, ce cher CPE surgé qui n'a jamais ses clés ou son portable sur lui. Mais voyons, quand on connaît les CPE, on sait bien que c'est impossible. Traîtrise, hérésie.
Le CPE a toujours son trousseau de clés sur lui. Non mais... Dernier truc abracadabrant. La radiation de Boulard juste après les résultats du bac. Un petit cadeau de Monsieur Migou après la séquestration dans la classe. Et comme Boulard est irradié, c'est un bachelier en moins dans les résultats du bac, avec les résultats qu'on découvre vite. Situation grotesque qui n'arriverait pas dans notre petit monde caniculaire. Il faudrait passer par les sanctions, par un conseil de discipline, par de l'énergie gaspillée pour un résultat incertain. Mais ici, ça fonctionne. Et loin de l'humour, les trucs qui questionnent, et il y en a aussi quelques-uns. D'abord, l'histoire du testicule froissé. Non, 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 ne fuis pas, ne fuis pas. On remet le contexte. Boulard donne sa dispense de sport à Eric pendant un cours en extérieur, et plus tard, dans un cours en intérieur, on retrouve ce même cancre avec Cutiro venu assister au cours. Boulard le réprimande parce qu'il fume du tabac, avant de sortir du cannabis que tous deux finissent par partager. Avant qu'Eric ne débarque et n'empoigne l'entrejambe de Boulard, sous les yeux ahuris de Cutiro, forcément. Alors, est-ce que Eric cherche à savoir si la dispense de sport dit vrai et si Boulard a mal? Est-ce que c'est une hallucination provoquée par le cannabis? Bah, franchement, la question ne se pose pas sur le moment. Un prof est en train d'empoigner les parties intimes d'un élève. Derrière la situation abracadabrante qui est mise en scène de façon à faire ressortir le comique et la blague, il y a quand même un certain arrière-goût de malsain, d'adouchement. Quelque chose qui fait qu'on ne rit pas de la situation. Qu'est-ce que tu penses de cette scène-là, toi? Est-ce qu'elle t'a choqué ou interloqué? Eric a l'habitude de mettre la main aux fesses, de parader devant les élèves ou même devant les collègues. Il prend même des élèves filles sur ses genoux au self. Alors comment interpréter la scène avec Boulard? Pas plus glorieux, la question des profs qui maltraitent ou mettent en danger les élèves. C'est le cas de Gladys qui ne peut pas s'empêcher de jeter des objets sur ses élèves quand ils font des fautes, ou même sans raison. Elle jette des craies ou une brosse de tableau, coupe les cheveux de Nectarine quand celle-ci dénonce Boulard qui l'embête. Elle coupe une table en deux quand un élève se plaint que l'autre triche. C'est le cas d'Albert et de ses expériences foireuses, jusqu'au point où Nectarine reçoit un bouchon de bouteille dans l'œil, avant que toute la classe ne finisse aspergée d'une mousse qui pique. C'est le cas d'Eric et de ses sports extrêmes. Aucune sécurité, aucun échauffement, des sports venus de nulle part, comme grimper dans des arbres, faire du basket avec les chaussettes qui recouvrent les yeux, saut à l'élastique sur le toit du lycée. C'est le cas de Maurice qui fait un cours de philo à ses élèves dans la cour, en étant nu, et les élèves aussi sont tous nus. Toutes ces situations affreusement absurdes font rire, et interrogent aussi, malgré tout. Petit dernier pour la route. Polochon qui a raté son CAPES 18 fois, et à qui l'inspecteur adjoint le donne lors de leur première rencontre, pour qu'il parte enseigner à Jules Ferry, alors qu'il sait parfaitement qu'Antoine est un mauvais professeur qui ne fera jamais le programme officiel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'embauche, pour servir son plan personnel. Et ce qui interroge ici, ce n'est pas tant le nombre d'échecs au concours, plutôt la façon de le donner. Ce n'est plus le concours ou l'entretien qui certifie la compétence à enseigner. C'est l'inspecteur adjoint qui prend la seule décision en sachant les conséquences. Derrière le comique absurde, le sérieux qui titille. Pas forcément une histoire de propos tenus dans le film et qui s'apparenterait à des prises de position ou des messages. D'ailleurs, le support original des BD débuté en 1997 et officialisé en album en 2000 se voulait caricatural. Tourner en dérision les clichés qui entourent la profession enseignante, sans jamais se montrer irrespectueux vis-à-vis de la dite profession. L'objectif n'était pas de démonter du prof, et l'image s'avérait globalement positive, empathique, même si les personnages et les actions étaient grotesques. Ça c'était voulu, donc le film a pris le même chemin. Est-ce qu'il reflète un message, une dénonciation? Est-ce qu'il se moque? Non, pas nécessairement. Mais voilà ce que moi j'ai pu noter qui se rapprochait assez bien du terrain, de la réalité. La considération envers l'éducation nationale, avec la fermeture d'établissements quand les résultats sont jugés trop bas. Ici, Jules Ferry qui est menacé si la barre n'est pas remontée. Ce qu'on pourrait appeler des magouilles pour obtenir de beaux chiffres sans prendre en compte les élèves, les personnels ou les familles, sans s'inquiéter des conséquences. Les magouilles qui consistent justement à faire fermer un établissement par tous les moyens possibles, plus ou moins implicitement selon les situations. Voilà, c'est pas franchement sous-entendu. Aux pires élèves, les pires profs. Qui pourrait croire que ça peut fonctionner? L'inspecteur compte sur la médiocrité de ces enseignants pour faire couler un lycée. Voilà sa considération, et il l'admet. Pour ses professeurs, ça ne changera rien. Pour une fois, ils seront dans la norme. Et dans notre monde caniculaire, le taux de réussite qui ne convient pas à l'administration centrale peut se solder par une fermeture de spécialités ou d'options, des suppressions de postes ou de classes. Il ne s'agit pas toujours de fermer l'établissement lui-même.
plutôt de faire en sorte qu'ils soient désertés par les élèves et les familles. Et quand les effectifs manquent, la décision suit. La considération et aussi le cérémonial autour des concours et des affectations. Les profs ne sont pas envoyés selon leurs désirs ou ceux de l'inspecteur. Ils sont affectés après des démarches précises. Ah oui, les critères d'affectation perdent la boussole ces temps-ci, dixit les témoignages de collègues envoyés à 1000 lieues de leur domicile. Dans le film, c'est différent. Ils sont balancés dans tel lycée par la seule volonté d'un inspecteur qui vient les démarcher avec promesse de palme académique, de retraite anticipée et de mutation dans les îles. Tout est bon pour les recruter, peu importe s'ils n'ont pas la maîtrise de la pédagogie ou des savoirs disciplinaires. Autre aspect, la menace de finir en Guyane pour le proviseur. Comme si être personnel d'un établissement en Guyane était une expérience atroce, quelque chose que personne ne souhaite. Bravo, belle considération pour les départements et régions d'outre-mer. D'ailleurs, ce qui est mis en avant quand Francis Houston parle de la Guyane, c'est sa dangerosité. Les moustiques, l'accès par une pirogue, le territoire hostile. On ne peut pas dire que ça en donne une image positive et complète de la Guyane. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression de retrouver aussi dans la réalité. Le sérieux derrière le rire, c'est la façon de gérer la performance dans les cours de PS. Boudini est en surpoids, et Eric se moque de lui. Une fille myope se prend un ballon dans la figure, et Eric se moque d'elle avant de décider d'adapter le jeu. Pendant que lui et l'élève myope sont assis à regarder le jeu, tous les autres élèves doivent jouer avec des chaussettes sur les yeux, comme s'ils étaient aveugles. C'est la façon de rappeler plus ou moins subtilement la pression qui entoure certains élèves pour leur bac. Avec cet élève dont on devine qu'il est asiatique et que s'il n'obtient pas son bac, il devra aider son père à faire des nems toute sa vie. Ah remarque, c'est bête, mais c'est pareil avec Boulard, qui raconte que tous ses ancêtres étaient des cancres, et lui a décidé de suivre la tradition. Sorte de pression moins mise en avant et prise comme de l'humour. Autre question, celle des pédagogies revues à la sauce caricaturale, entre les méthodes dangereuses et les non-méthodes. De quoi faire un lien avec les pédagogies nouvelles. Serge lui-même dit qu'il utilise une pédagogie révolutionnaire. Mais l'imagine-t-on être reprise dans nos écoles et établissements? Dans le sérieux, on a aussi ces moments où l'on comprend à quel point la profession enseignante est mal considérée, déclassée. En fin de film, pour remercier les 7 merveilles d'avoir sauvé le lycée, l'inspecteur leur donne une prime de 47 euros, plus mutation dans le lycée de leur choix. Les enseignants refusent et préfèrent rester à Jules Ferry. Et nous, on pense aux 47 euros. Est-ce que c'est la réalité? Ça dépend du type de prime, ça dépend du premier ou du second degré, ou même de l'enseignement supérieur. Mais on peut déjà se rappeler que pour la correction des copies de bac ou de brevet, c'est hélas assez proche de la vérité. Les personnages et les relations, parce que c'est évident. Il y a un manque de coopération au début. Les 7 merveilles se côtoient volontiers, mais restent dans leur coin, utilisent leur propre pédagogie sans aller plus loin. Pas vraiment de vie scolaire, un professeur effacé qui ne sait pas comment tenir son établissement, des familles qui s'avèrent lucides et dont les protestations sont parfaitement légitimes, et des élèves qui vivent leur vie, essayent de composer avec la médiocrité de leurs profs. Enfin, nectarines en tout cas. Car Baudinier et Boulard, les seuls élèves dont on parvient à se rappeler, eux sont plutôt contents d'avoir cette équipe pour les distraire et tout leur passer. Et ce manque de coopération assez logique, puisqu'on est sur un film focalisé sur les profs, en fin de film, il se transforme. Après tout, si Jules Ferry obtient le bon taux de réussite, c'est à cause ou grâce à la solidarité d'une équipe qui parvient à faire progresser ses élèves sitôt qu'elle va dans le même sens, vise le même objectif, en étant conscient de ses lacunes, et en sachant quelles sont ses forces aussi. Chacun peut enfin jouer son rôle. Est-ce que ça inviterait au recrutement local? Pas vraiment, hein. Plutôt à une dynamique de collectif et d'entraide, sans jugement sur la discipline, le concours ou la pédagogie. Et tout ça, Gladys le disait déjà au début de l'aventure. Être prof, c'est aussi un travail d'équipe. On y retrouve les joies du premier cours pour un enseignant nouvellement nommé. Polochon est très incertain, inquiet, à tel point qu'il répète son introduction et sa présentation dans les toilettes, avant d'être moqué par Boulard. On y retrouve la rentrée assez chiante où les élèves doivent remplir une petite fiche de renseignement ou écrire leur nom sur une feuille pour faciliter la mémorisation. Et les questions posées à chaque fois. Petit ou grand carreau, sur toute la feuille ou sur une moitié, coupé en deux ou en quatre. Bref, que des souvenirs. Et vraiment, c'est bien mis en scène, parce que dans ma scolarité, c'était exactement ça, en moins chaotique. On y retrouve le self où les enseignants mangent dans la même salle que les élèves, avec le bruit qui va avec.
Et moi je me demande, si tu travailles dans la maison, est-ce qu'il y a des salles distinctes dans le self pour personnel et élèves? Ou est-ce que tout le monde mange dans la même salle? Dernier pour la route avec cet élément sérieux, vite rattrapé par le rire et l'ahurissement. Dans la fameuse scène d'attouchement sur Boulard, celui-ci fume devant Cutiro. Serge lui dit alors qu'au moins 66% des adolescents ont touché au moins une fois au cannabis. Et le sérieux disparaît quand Cutiro lui prend sa cigarette pour goûter. Et ensuite Eric arrive avec l'histoire des testicules empoignés. Ce sont des petits moments qui ne durent pas parce que l'attention vire ailleurs. Pourtant, en tant que personnel en milieu scolaire, ce simple rappel d'un chiffre réel m'a touché. Pas étonné, juste touché, parce que c'est un problème auquel je suis confrontée quotidiennement avec mes élèves. Les profs 1 ont une conclusion. Qu'est-ce que c'est? Des élèves mis sur le côté, voire assez peu mis en avant, parce que le film est bien focalisé sur les professeurs. Tellement qu'en fin de compte, on ne se souvient que de 3 noms et du rôle attribué. Boulard le cancre, Nectarine la première de classe et Boudini en surpoids. C'est assez peu pour une personnalité quand même. Des enseignants qui commençaient l'aventure sans savoir qu'ils étaient médiocres, et une fois qu'ils sont mis devant le fait accompli, ils arrivent à dépasser l'incompétence individuelle pour former une équipe solide. Des comédiens taillés pour le rôle. En tout cas pour celui qui n'a pas lu les bandes dessinées, dont moi au passage. D'ailleurs, cette première adaptation est un bon complément au support original, même si elle ne respecte probablement pas le scénario d'origine, ou les caractéristiques de tous. Une comédie grotesque qui s'assume et ne cherche pas à se faire plus sérieuse qu'elle ne l'est, ou plus lourdingue dans son humour. Non, ici c'est un juste dosage, on ne s'attarde jamais, le rythme tient en place. Image calamiteuse de l'éducation nationale, ça on peut le dire haut et fort. Et en même temps, ce n'est... bizarrement, c'est pas dérangeant. Il n'y a aucune intention malveillante, aucune insulte envers les personnels. Il s'agit juste d'un divertissement fait pour donner le rire, où les comédiens prennent plaisir à jouer leur partie, et où les spectateurs peuvent s'amuser aussi sans avoir honte de l'avouer. Et si l'esprit du film s'était tourné vers la véritable moquerie faite pour ricaner, la saveur en aurait certainement été différente. Sur ce, vendredi prochain, même horaire et même endroit. On se retrouve autour d'une nouvelle analyse, parce qu'il n'y a jamais de vacances pour réfléchir. Cette fois, une nouvelle instance, le bureau des élèves et sa place dans l'établissement. En attendant, porte-toi bien et profite des congés.